Azul Flawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question d'Algérie, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et éditeur Niels Anderson et l'écrivain et journaliste Akram Belkaïd. Niels Anderson, bienvenue dans Berbère Télévision. Merci de votre invitation. Je t'en prie. Akram aussi, bienvenue. Merci. À Graffiti, bienvenue dans Berbère Télévision. Et donc, Niels Anderson, le livre que tu as publié en 1960, La Pacification, vient d'être réédité aux éditions Les Petits Matins. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ce livre a été édité la première fois? Alors, ce livre, en fait, était une proposition qui est venue de la Fédération de France du FLN. Il avait été édité, comme vous le savez, beaucoup de livres avant dénonçant la torture par les éditions de Minuit en premier, qui était le premier éditeur à publier ces documents, puis par les éditions Maspero. Mais tous les livres publiés, que ce soit sur Alec, Jamil Abouired, Audin, Zora Drif et autres, avaient toujours été publiés en fait à l'initiative d'éditeurs français. Là, c'est la Fédération de France qui a souhaité publier un document ne présentant pas seulement, finalement la guerre dans sa totalité, c'est-à-dire pas seulement sous l'effet la question de la torture, qui était une question fortement morale qui était posée par la façon dont était menée cette guerre, mais aussi sur tous les autres aspects, c'est-à-dire les bombardements, le napalm, les zones interdites, les camps de regroupement, tout dans sa globalité. Et en fait, c'était une volonté disons, du côté algérien aussi, de montrer par les témoignages qu'ils avaient recueillis ce qu'était la réalité de cette guerre, justement. Tout à fait. Et auparavant, tu avais publié toujours donc, en Suisse La Question qui a été saisie après qu'elle soit publiée par les éditions de Minuit, n'est-ce pas? C'est exact. Donc c'est la Question qui était le premier des livres saisis, il y en a eu une 20 ou 30 après. Mais la Question qui a été le premier, comme j'étais en contact professionnel avec Jérôme Lindon, qui dirige l'édition de Minuit, il m'a demandé alors si, au lendemain de l'interdiction, si une réédition était possible en Suisse. Et c'est là que j'ai pris l'initiative de dire tout de suite oui, bien sûr. Il y avait en fait un objectif premier, qui Lindon évoquait deux raisons. La première, il faut montrer au gouvernement français qu'on ne peut pas tuer un livre, que le livre, s'il est interdit en France et qui circule sous le manteau en France, il peut être édité à l'étranger et diffusé largement à l'étranger. Et puis d'autre part, il y avait une symbolique, on n'était quand même que 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale, et en Suisse, il y avait été publié un certain nombre de livres de la résistance française, donc il y avait un peu redonner cette image de la Suisse symbolique où on pouvait publier des choses qui étaient interdites en France sous l'occupation nazie et maintenant pendant la guerre d'Algérie. Tout à fait. Donc on reviendra à ces livres et on va avancer dans la discussion, on va alterner. On va donc dire qu'Akram Belkaïd vient de publier Retour en Algérie, un livre plein d'émotions, publié au Carnet Nord. Akram, c'est quoi ce livre alors? C'est un récit de voyage. Oui. Retour en Algérie avec retour au pluriel, hein, c'est un Bien récit sûr. de voyage. Alors, en septembre 2012, j'ai accompagné un groupe de 100 personnes, donc essentiellement des anciens appelés du contingent français, qui avaient fait la guerre d'Algérie, donc. Certains étaient accompagnés de leurs épouses. Et puis, il y avait aussi des pieds noirs, des fils de pieds noirs, puis quelques curieux, d'anciens coopérants aussi, qui avaient travaillé dans l'Algérie indépendante. Et tout ce beau monde, pour sa grande majorité, bon, il y avait quelques différences pour les uns et les autres, mais dans la grande majorité, c'était le premier retour depuis 62. Donc, une redécouverte de l'Algérie. Et c'est un voyage qui s'est fait à l'initiative, enfin, en ce qui me concerne, j'ai été invité par un ami et éditeur qui s'appelle Jean-Claude Guibaud, qui lui était dans ce groupe. Qui est aussi journaliste et écrivain. Qui est aussi journaliste et écrivain, et qui donc m'a dit, bah, accompagne-nous, ça va être intéressant qu'on ait un dialogue ensemble pendant ce voyage devant ces personnages, hein, ces personnes qui sont des lecteurs du journal La Vie, hein, de l'hebdomadaire La Vie. Et donc j'ai fait ce voyage sans avoir l'intention d'en faire un livre. Ce n'est qu'après, au retour, que je me suis dit qu'il y avait énormément de choses à raconter, ne serait-ce que parce que pour moi aussi ça a été une manière de revisiter l'Algérie,
parce que j'ai quitté l'Algérie en 95. J'y suis retourné entre-temps, mais c'était la première fois où j'y allais dans ce genre de contexte où j'ai été confronté à la fois à la situation algérienne de visu, mais aussi confronté au jugement de visiteurs étrangers, pour certains découvrant l'Algérie ou revoyant l'Algérie depuis 50 ans. Donc ça a été tout ça qui s'est mêlé, donc effectivement beaucoup d'émotions. En tout cas, dans ton livre, on ressent cela, on ressent ta connaissance du terrain, et puis on ressent quand même ton désir de narrer ce temps qui passe. Hein. Et au départ, donc, vous allez dans l'ouest du pays. On a commencé par Tlemcen. On a commencé Voilà. par Tlemcen, qui est une ville, ce que je dis dans le livre, je pense que pour des visiteurs étrangers, notamment français, Tlemcen c'est un bon sas d'adaptation à l'Algérie parce que c'est une ville qui est plus ou moins, je dirais, épargnée par les rites du temps, qui a bénéficié de beaucoup d'investissements par rapport au reste du pays en tout cas, et qui fait qu'on peut rentrer en Algérie de manière plus ou moins tranquille. Puis ensuite il y a eu Oran, il y a eu Sidi Bel Abbès, il y a eu Alger, l'Algéroise, Cherchell, Tipaza. Tout à fait. Et à Tlemcen, on se surprend en tant que lecteur à appréhender quand même une certaine peur. Et ce sont les supporters d'un club de football, le Mouloudia d'Alger, donc les Chnawa. Et apparemment, donc, Tlemcen n'a pas gagné les Chnawa et les Chnawa n'ont pas fait de dégâts. Est-ce que c'est une image un peu symbolique de cette Algérie? C'est un drôle de hasard. Hein. C'est vraiment un drôle de hasard. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Tlemcen un vendredi, si mes souvenirs sont bons, et le lendemain, un samedi, il y avait un match de championnat entre Alger et entre le Mouloudia d'Alger et le Watt de Tlemcen, le Wydad de Tlemcen. Et donc, ce qui était intéressant, c'était effectivement le Mouloudia à ses supporters, ces jeunes supporters qui se sont eux-mêmes surnommés Chnawa, les Chinois. Oui. Donc ils se déplacent en bande. Tellement ils sont nombreux. Hein. Ils sont très nombreux et effectivement, là où ils vont, ça crée de la tension. Il y a, de manière régulière, il y a des incidents, etc. Et cette fois-là, la ville, qui était plutôt bonhomme et tranquille la veille, ressemblait à... On sentait une inquiétude parce que cette jeunesse-là est arrivée, a investi la ville, se déplacer en groupe, dans une ville qui, ma foi, a plutôt l'habitude d'être tranquille. Et donc ça, c'était vraiment... Oui, c'est assez symbolique de la situation actuelle de l'Algérie, de ce que la jeunesse peut représenter parfois comme tension, menace pour l'ordre établi. Alors que quand on discute avec les uns et les autres pris séparément, bon, sont des jeunes tout à fait charmants, espérant un meilleur futur, mais l'effet de groupe... a beaucoup, donc les commerçants tlemceniens ont descendu les rideaux. Enfin, il y a eu une espèce de psychose dans la ville jusqu'à la fin du match qui effectivement s'est terminé pour le Mouloudia. Et donc il n'y a pas eu de dégâts, n'est-ce pas? Il y en a eu quelques-uns quand même. Il y a eu de petits accrochages. Des petits accrochages, des délits de grivellerie, enfin des petites choses... comme le foot peut en générer partout dans le monde. Tout à fait. Et je reviens à Niels pour dire que ton livre publié et signé par Hafid Keraman, bien sûr, a causé des dégâts puisque il a été envoyé comme colis piégé à 3 anticolonialistes belges et l'un d'entre eux, Georges Laperche, en est mort. Oui, exactement. C'est donc... dans les services, les choses sont racontées du reste, non pas de manière exacte, mais en mélangeant les attentats, mais sont racontées dans les mémoires de Constantin Melnik, qui était donc un responsable du SDEC, des services français, et qui avait son bureau à côté du bureau de Michel Debré, qui était alors le Premier ministre. Et cet organisme du SDEC avait pour tâche de faire ce qu'on appelait les opérations homo, c'est-à-dire viser des personnes... C'est ainsi qu'avait été assassiné l'avocat Ould Daoudia, c'est par ces services-là. Oui. Donc il y a eu d'autres attentats commis et dont l'un, enfin, tentative de triple attentat, un seul, heureusement, mais malheureusement encore, a tué son destinataire. C'était à l'adresse d'anticolonialistes belges, dont un Georges Laperche. Alors ils avaient... Peu après la parution de la pacification, ils ont acheté des exemplaires à Genève, c'est les mémoires de Melnik qui nous le précisent,
Et ensuite, l'avantage de ce livre-là, c'est qu'au contraire de beaucoup d'autres livres, documents, il était plus épais. Oui, souvent, c'est la question, ça c'est des petits livres, on ne peut pas faire Là, il avait l'avantage d'être suffisamment épais pour faire évider l'intérieur, mettre la grenaille, un détonateur. Tout à fait, le livre est épais, il relate 6 années de guerre, il y a des témoignages extraordinaires en vie, en tant que lecteur, la torture, les violences, les viols. Oui, non, à travers toute l'Algérie. C'est un livre très, très douloureux à vivre, mais qui est la réalité, même à l'époque, la réalité niée, et qu'on sait maintenant réalité en deçà de la réalité réelle, quoi. Enfin, donc, bien sûr. La seule chose, c'est qu'on a toujours fait attention, et ça c'était une des conditions de l'apparition du livre, que tous les faits soient absolument vérifiés. Ça, c'est une des conditions que j'avais mis avec les amis de la Fédération de France. Attention, s'il y a un fait qui peut être démenti, c'est tout ce qui a été dit avant qui sera démenti en même temps. Tout à fait. Et à ce moment-là, l'Algérie était toujours colonisée, c'est-à-dire que la France était sur les lieux, elle pouvait démontrer, mais vous dites qu'à tel endroit il s'est passé telle chose, c'est pas vrai. Il fallait donc, et là, il y a eu un remarquable travail fait du côté de des Algériens qui étaient en Allemagne à ce moment-là, et on a eu beaucoup de réunions de travail pour vraiment que les faits soient absolument authentiques. Et là, il y a même, paraît-il, une participation de Kateb Yassine qui se trouvait à ce moment-là en Allemagne dans la compilation et la rédaction. Et la rédaction donc, du livre. De la pacification. Akram, toi-même, tu reviens donc dans cette Algérie où les violences quand même sont moindres, en tout cas par rapport à celle qui t'a fait un peu quitter le pays au début des années 90. Et qu'est-ce que tu as senti par rapport à ces violences? Tu t'y dis maintenant, les Algériens peuvent respirer, ce n'est plus la même chose? Oui, moi je suis parti en juin 95 et effectivement... 15 ans plus tard ou 17 ans plus tard, c'est vrai qu'en Algérie, on sent que le climat a changé. Je ne dirais pas que le climat est totalement serein. Le souvenir des attentats reste assez présent, des violences. Il y a encore des régions qui sont soumises à cette violence, ou en tout cas à un nouveau type, à une nouvelle forme de violence, du banditisme armé. On sait qu'en Kabylie, c'est un peu le cas, malheureusement, dans certaines régions des hauts plateaux. Mais ce qu'on voit aussi, c'est une aspiration à la tranquillité de la population. On sent que vraiment, il y a une volonté de tourner la page, de profiter de la vie quelque part, d'avoir un peu de sérénité et d'insouciance. Parce que c'est une société qui en a été privée pendant plusieurs années et qui aujourd'hui a envie de respirer, a envie de s'amuser, elle a envie de consommer. C'est pas toujours quelque chose d'agréable à voir ou à vivre parce que la fièvre consumériste dans un pays comme l'Algérie peut avoir des excès. Mais en tout cas en Algérie, c'est ça, on le sent tout de suite. Dès les premières discussions, dès les premiers contacts, on voit qu'il y a encore une fois une aspiration, je dirais, au mieux-être et à la sérénité. Mais en même temps, il y a aussi une certaine misère qu'on peut voir en Algérie, en tout cas à l'intérieur du pays. Il y a quand même des gens qui souffrent. Ah non, mais ça c'est clair que tout le monde n'est pas riche, on connaît la formule, l'Algérie pays riche, population pauvre. Tu le dis assez souvent dans ton livre, bien sûr. Il y a à l'intérieur du pays, parfois on a l'impression qu'il a été oublié par les villes ou par Alors effectivement, il y a énormément d'efforts qui sont faits pour construire, mais on a l'impression que c'est une course contre la montre qui est jamais gagnée. Les villes elles-mêmes se dégradent. Je prends le cas d'Oran ou d'Alger, il y a des choses qui sont assez aberrantes en matière d'urbanisation, en termes d'assainissement, en termes de santé publique. Donc là, ça c'est un vrai souci. Et puis, il y a une montée d'insécurité. Ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que c'est plus du terrorisme à base politico-religieuse, mais le fait divers, l'insécurité, par exemple la psychose des enlèvements. est quelque chose de présent. Tout à fait, c'est un phénomène assez nouveau en Algérie. Oui, très nouveau. Le phénomène est très accentué en Kabylie, effectivement, ces dernières années. Oui, enlèvement contre rançon, donc il y a une psychose par rapport aux enfants. Il y a eu des affaires terribles qui ont été très médiatisées d'enlèvement d'enfants et d'assassinat d'enfants. Tout à fait. Et il y a tout de même un lien à faire, parce qu'on ne peut pas passer ça sous silence, c'est-à-dire que
L'Algérie est sortie de cette période, comme on l'appelle, de décennie noire. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème à parler de guerre civile, hein, même si ça ne plaît pas à beaucoup de gens. En tout cas, c'était des violences multiples. Des violences multiples, une violence insidieuse, charnelle, mais aussi morale, sociale, parce que des dizaines de milliers d'Algériens ont perdu leur emploi à cette époque-là et tout. Eh bien, tout cela, ma foi, a laissé des traces, et de la vie même des psychiatres algériens. On sait aujourd'hui qu'on a entre 2 et 4 millions d'Algériens, à peu près. Hein. Il n'y a pas vu d'études forcément bien ciblées sur le passé, mais en tous les cas, des gens qui vivent avec un stress post-traumatique. C'est-à-dire que la décennie noire a laissé des traces dans les esprits, dans les comportements, et beaucoup de gens ne sont pas pris en charge par rapport à ça. Et donc, ce n'est pas un hasard si certaines violences apparaissent aujourd'hui dans la société. Si on a des phénomènes déviants, si on a une jeunesse qui peut aller à des actes aussi radicaux que d'enlever des enfants, y compris des nourrissons, contre rançon, ou simplement par des actes criminels tout court. Hein, donc, tout à fait. Niels, toi, tu es né à Lausanne, mais d'un père suédois, n'est-ce pas? Et d'une mère française. Comment est-ce que tu deviens éditeur, et comment est-ce que tu te rapproches un peu de ce combat des Algériens pour la libération de leur pays? Alors, le rapprochement, en fait, s'est fait d'abord, vu la génération à laquelle j'appartiens, et finalement, post-Seconde Guerre mondiale, j'entends la prise de conscience après, quand on arrive à 15-20 ans, et le problème de la décolonisation était incontournable. Il y avait déjà eu la question du Vietnam, la guerre française au Vietnam, dans lequel, effectivement, un journal comme, par exemple, France Observateur avait joué un grand rôle, les articles de Claude Bourdet et d'autres, un grand rôle dans ma prise de conscience. Et ensuite, il y a eu le fait, effectivement, de cette conjonction de mes relations avec Jérôme Lindon et les éditions de Minuit, qui ont fait l'édition, et de là est venu finalement l'engagement concret. Donc, disons que idéologiquement, avec la décolonisation, j'étais acquis, mais disons la mise en route concrète dans l'action a été à travers la réédition de la question, puis de la gangrène, puis d'autres livres. Et puis, logiquement, là-dessus est venu, j'ai été contacté d'abord par Robert Davzy, qui était dans les réseaux de soutien, qui est venu me demander si je voulais bien aider le FLN. Alors là, le comportement de l'éditeur, il n'y a pas de jugement de valeur, ou il édite seulement et se contente d'éditer, et sans mériter sa qualité, ou bien on met en adéquation ce qu'on publie et son engagement. Pour moi, c'est logique, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc il y avait pas. Et la même chose pour les Insoumis et Déserteurs, le mouvement Jeune Résistance m'a contacté, voilà. Et donc voilà. Et après, il y a tout l'engrenage. Dans la présentation que tu fais donc, dans cette édition de la pacification, tu racontes comment tu es allé voir Jérôme Lindon, que tu ne connaissais même pas. Oui, enfin on se connaissait un peu quand même, mais initialement on ne le connaissait pas. Initialement, quand tu vas lui proposer... Oui, la première fois, oui. Non, je ne le connaissais pas, non. De distribuer ses livres. Pour distribuer ses livres, alors ça c'est avant la question, pour distribuer ses livres. Et alors là, oui, effectivement, je le raconte parce que je crois qu'aujourd'hui, si on parle de l'édition, de la librairie et du commerce en général, je n'avais jamais travaillé dans la profession, je n'avais pas de locaux, je n'avais pas de société, je n'avais pas de formation professionnelle, on avait édité entre amis des revues, ça c'est bon, c'est classique, quoi. Enfin à 20 ans on fait des revues, hein, mais c'est tout. Et puis je lui dis, voilà, je veux diffuser vos livres, mais je n'ai pas d'argent, donc il n'y a pas de raison sociale, il faudrait me les mettre en dépôt et je vous payerai sur relevé de compte. Mais il a accepté oui. Tout de suite. Il me dit oui. Aujourd'hui encore, je me dis, qu'est-ce qui lui a fait dire oui? Parce qu'aujourd'hui, personne ne vous dirait oui dans ces conditions-là. Personne. C'était un autre temps. Et voilà, ça c'est le début du processus, enfin, de ce qui allait suivre. Et quand tu publies la question, en Suisse, le livre paraît avec un texte de Jean-Paul Sartre. Oui, parce que Jean-Paul Sartre avait, après la saisie de la question, avait écrit dans l'Express un article qui s'appelait « Une victoire », montrant que finalement le comportement d'Alleg était une victoire de l'homme sur la barbarie, etc. Et donc
c'est Lindon qui m'a informé, vous pouvez ajouter le texte d'une victoire à l'édition suisse de la question. Ce qui fait que c'est la différence entre l'édition française et suisse, c'est qu'il y a le texte de Sartre ajouté. Est-ce que le livre s'est bien propagé quand tu l'as publié en Suisse? Est-ce qu'il a été demandé? Oui, Est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes en Suisse même? Il n'y a pas eu, du côté des autorités suisses, il n'y a pas eu de problème sur ce livre-là. Il y a eu des problèmes par rapport à mes engagements avec disons les Algériens bien ou sûr, avec les Insoumis ou le réseau français, mais pas l'édition même. Bon, il y a finalement, même moralement, la dénonciation de la torture, parce que ces livres-là, la pacification va au-delà. Mais là, les premiers, c'est la dénonciation de la torture. Il y a un problème moral. Donc, c'est ça. Donc, ça n'a pas posé tellement de problèmes de ce côté-là des autorités suisses dans l'immédiat. Mais le problème, c'était la diffusion. C'est très bien fait. Et de manière très intéressante, quand on a réédité après la saisie La Gangrène, le deuxième, oui. La Gangrène s'est beaucoup plus diffusée que ne s'est fait la question. Parce que, en fait, la question avait eu, avant sa saisie, une très forte diffusion déjà. Ah d'accord. Hein, alors que La Gangrène, pas. Et c'est la même chose après pour la pacification ou les disparus, un autre livre qu'on a édité. La Gangrène, j'avais été surpris un jour, je vais prendre le train à la gare, et il y avait La Gangrène en pile comme les best-sellers. Je le dis dans le livre, il y a comme une gêne, parce que finalement, c'est pas un best-seller, enfin, mais c'est-à-dire qu'il y avait des Français qui venaient acheter, et c'est dans les gares qui vont. Et donc, ça remplit cette fonction aussi de toucher, d'informer des Français. Tout à fait. Je reviens à toi, Akram. Donc, après l'Oranie, donc, le voyage va se faire, hein, ses retours en Algérie, à Alger, Tibhérine et puis Tipaza. Oui. Et pourquoi ce choix? Pourquoi c'est eux qui ont décidé? Je pense que c'est l'organisateur. Alors, oui. Tipaza, pourquoi? Parce que, ma foi, en France, dès qu'on parle d'Algérie, on est directement renvoyé à Albert Camus. Et je pense que c'est aussi un très beau lieu. Donc, c'est les ruines de Tipaza au mois de septembre en Algérie, c'est inévitable. Hein. Tibhérine, pourquoi? Parce que, ma foi, ce sont les voyageurs en question sont des lecteurs de l'hebdomadaire La Vie, qui est un hebdomadaire catholique. Pour la plupart, c'était des gens croyants, pas tous, hein, il y avait quelques laïcs, en tout cas quelques athées convaincus, mais qui étaient là tout de même dans le voyage. Et c'était vraiment pour eux, je dirais presque que c'était un pèlerinage obligé, c'est-à-dire d'aller à Tibhérine, voir un peu cet endroit. En fait, c'était rendre hommage au travail et à la mémoire des moines tués donc, à Tibhérine, bien sûr. Voilà, c'était pour eux d'aller voir cet endroit dont ils avaient beaucoup entendu parler, qui a encore aujourd'hui dans les médias, d'avoir des explications sur place, de voir qu'est-ce que c'est que c'était ce monastère où il se situait. Et pour beaucoup de gens, ça a été effectivement, je sentais bien en discutant avec les uns et les autres que c'était le cœur du voyage pour eux. C'était ça en réalité qui les intéressait. Même si ensuite ils ont convenu que les découvertes par ailleurs auxquelles ils ne s'attendaient pas de l'Algérie leur ont fait beaucoup de bien et de plaisir, mais que quelque part ils avaient envie d'aller à Tibhérine pour comprendre, pour voir et se recueillir justement sur la tombe des 7 moines. Tout à fait. Et ce qui est intéressant un peu dans ton livre, c'est que tu as un regard souvent critique, mais serein. Donc, c'est un peu comme dans ton précédent livre, publié au Seuil en 2005, Un regard calme sur l'Algérie. Mais cette fois, on sent ton amour pour Alger, donc cette ville que tu connais très bien, que tu décris très bien. Hein, donc, c'est presque un peu de la narration de tous ces personnages à Alger. Et qu'est-ce que ça t'a fait, le fait de reprendre pied dans cette ville que tu aimes tant? Alors, je venais d'y passer 2 mois avant, hein, même pas un mois à peine avant, pendant le Ramadan. Donc, pour moi, c'était pas nouveau. Simplement, encore une fois, le fait d'y être, mais pas seul, avec 100 personnes, alors divisé en 3 groupes pour que ce soit mieux géré, chacun avec un guide, mais en tout cas, je passais d'un groupe à l'autre. Les questions qu'il pose, la visite de la Casbah, le fait de déambuler dans la ville, de voir les réactions des Algérois, donc cette espèce d'humour grinçant qu'on connaît bien,
où on est à la fois accueillant, hospitalier, mais on ne peut pas s'empêcher de plaisanter aussi et tout. Ça a été vraiment des moments très intéressants, je dirais presque une pause, une parenthèse dans la vie de tous les jours par rapport à celui qui vit maintenant en France, etc. Et puis, il y a eu des échanges avec les gens, des questions, le jardin d'essai qui a été un moment assez intéressant parce que bon, il y avait des promeneurs. Tout à fait. Et puis même, je crois, il y a eu une célébration, donc une messe à Notre-Dame d'Afrique. Hein, bon, alors il y a ceux qui étaient à l'intérieur, mais ceux qui sont restés à l'extérieur, qui n'avaient pas forcément envie de suivre la messe. Et donc ça a été intéressant de voir leurs discussions avec les Algériens qui viennent là, qui viennent juste passer. Est-ce qu'eux-mêmes, donc ces gens-là qui viennent d'Europe, est-ce qu'ils sont un peu surpris par ces Algérois, ces Algériens, qui souvent peuvent leur parler en français aussi? On l'oublie un petit peu, même si ce n'est pas tout le temps le cas. C'est pas tant le fait qu'on leur parle en français. Bon, il y a ça, mais Oui. c'est pas tant ça qui les a surpris, je pense. Qu'est-ce qui les a surpris alors? C'est l'accueil, la qualité de l'accueil, c'est-à-dire l'hospitalité, le caractère bras ouverts des Algériens. Comme si, voilà, ça les a beaucoup surpris. Tout à fait. Ça, pour certains d'entre eux, et ils me l'ont dit, il y avait de l'appréhension. Ils avaient des appréhensions. Ils se sont dit, on est français, on va aller en Algérie, 50 ans plus tard, comment on va être reçu? Eh bien, malgré ça, malgré cette appréhension, finalement, ça s'est bien passé parce que à chaque halte, beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues qui se passent, des invitations. Puis les Algériens ont ça d'assez étonnant et d'attachant, c'est que, comme disent les jeunes aujourd'hui, ils ont un parler cash, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, l'Algérien dit clairement ce qu'il vit, ce qui ne va pas, ce qu'il pense du système, ce qu'il pense du pouvoir. Et pour les gens, je peux vous garantir que beaucoup de gens ont été assez étonnés de voir à quel point la rupture et le décalage entre la population et le pouvoir et le système étaient grandes, et à quel point les Algériens pouvaient se laisser aller. En fait, les Algériens de la rue communiquent beaucoup mieux que leurs représentants politiques, que le pouvoir. Clairement. C'est une évidence, bien sûr. C'est une évidence. Non, mais c'est surtout le fait qu'ils puissent le faire qui a intéressé les gens. Je vais vous dire, même moi qui suis pourtant habitué de ça, il y a des moments où je regardais mes interlocuteurs, je me disais, ils y vont, mais gaiement, c'est-à-dire que ne se souciant guère des oreilles indiscrètes qui pouvaient être dans le coin, abordant les questions du terrorisme, des disparus, enfin toutes ces questions qui sont encore plus ou moins des questions sensibles, au fait, très sensibles, que même il y a la des presse questions que le algérienne pouvoir lui-même n'a pas encore réglées. et que même l'opposition avec la presse algérienne aborde avec les gens disaient ce qu'ils en pensaient, etc. Et donc ça a été vraiment et chose très intéressante, le contact avec la jeunesse. C'est ça moi qui m'a beaucoup. Quelqu'un qui a connu les pieds noirs et tout ça, ma foi, c'est normal, il va vers des gens qu'il connaît. Bon. Mais les jeunes, 20, 25 ans, etc., qui sont allés d'eux-mêmes et qui ont... bon, alors là, parfois, le français n'était pas toujours très correct, oui, bien sûr. Mais il y a eu des discussions. Alors du coup, quand il y a des discussions, il y a des échanges, etc., et puis ça génère de nouvelles questions, et voilà, c'était ça qui était intéressant. J'aurais aimé, alors, que ça me fait penser que finalement, quelque part, peut-être que les relations franco-algériennes bénéficieraient de rencontres entre les jeunesses, parce que je me dis que si avec ces visiteurs-là ça s'est bien passé, je suis certain qu'entre les deux jeunesses ça se passerait encore mieux. Peut-être carrément entre les deux peuples. Nils, oui. Tu venais à dire quelque chose à ce propos? Je crois que ce qu'il vient de dire c'est très important, parce que ça précise une chose qui est pour moi une certitude, c'est que l'après-guerre d'Algérie est beaucoup mieux assumée en Algérie par les Algériens qu'elle ne l'est en France par les Français. Les Français au pouvoir, mais pas seulement, dans la population, le non-dit, le refus d'affronter cette réalité, ce qu'a été cette guerre, le traumatisme pour une bonne partie des jeunes Français qui ont dû faire cette guerre et dans les conditions qu'ils ont dû le faire, fait que le débat est
est interdit, quoi. Enfin, le vrai débat est interdit, quoi. Enfin, et on voit la difficulté. Le vrai débat n'a pas encore eu lieu, peut-être. Je pense qu'en Algérie, on est beaucoup plus libéré pour parler de ça et pour en faire un dialogue qu'on ne l'est de ce côté-là. Au contraire de ce que pense l'opinion française. Elle pense que c'est du côté algérien qu'il y a des obstacles. C'est pas vrai. C'est du côté français qu'il y a des inhibitions et des refus et des comportements de blocage. C'est là, oui, et c'est ici, et on le constate du reste quand on vient parler de ces questions-là, où je parle avec la presse ou les journaux français, les journalistes français, les blocages sont réels. C'est pas seulement les politiques, mais aussi les tenants de l'opinion. Ah oui, complètement. Tout à fait. Et on fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'éditeur et écrivain Niels Anderson et l'écrivain et journaliste Akram Belkaïd. Niels, donc, on parlait de cette histoire commune entre la France et l'Algérie, et donc semble-t-il qu'en Algérie, on a moins de mal à en saisir les contours de cette guerre. Oui, je crois que cette période extrêmement difficile et douloureuse et héroïque aussi, et pleine de sacrifices, mais elle est intégrée. Et les jeunes générations en parlent, se questionnent ou autres, alors qu'en France, on est dans un problème, on est dans un mode de silence. Hein. Et alors, on aborde de manière historique, très scientifique et historicienne les choses, mais on ne pose pas le débat politique, on ne pose pas la question, par exemple, celle posée par Vidal Naquet, quel a été dans ce moment-là le comportement du pouvoir, que ce soit dans le refus de l'information par les saisies, que ce soit par les opérations homo qui sont du terrorisme d'État, hein, il faut voir les choses en face, etc. Ces choses-là restent cachées et on ne veut pas en parler. On admet la torture. La torture parce que c'est une notion morale qui est touchée. Mais la guerre, dans sa totalité, n'est pas acceptée encore, est toujours refusée. Et comme on a refusé, finalement, de se confronter au traumatisme de la génération des appelés et des rappelés. C'est un vrai traumatisme. Alors naturellement, il y a ceux qui disent « je suis content d'avoir cassé mon Félaga ». Bien sûr qu'il y en a, hein, mais la grande majorité est traumatisée. Tout à fait. Mais cette histoire n'est pas vraiment enseignée dans les manuels scolaires en France. Est-ce que c'est une cause, par exemple, pour que cette guerre reste encore méconnue dans la quasi-majorité de la jeunesse française? Je pense que c'est très difficile parce que y a, comme je dis, il y a ce silence voulu et même on peut dire on part de mauvaise conscience en fait. Il y a du côté disons des gens de droite qui est le pouvoir parce que ça touche à la fois le gaullisme, les descendants les héritiers du gaullisme et les héritiers du socialisme parce que Guy Mollet, Mitterrand, Lacoste, c'est aussi ça pèse. Donc les deux grandes tendances politiques aujourd'hui sont inscrites dans cette guerre et il est très difficile finalement de l'assumer encore parce qu'ils sont directement engagés, ils en sont les descendants. Et il y a donc une mauvaise conscience à aller vraiment sur le fond du débat et accepter le débat. On est toujours dans le non-dit. Le non-dit. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on aille vers le vrai débat, à ton avis? En France, bien sûr. Il faudrait briser enfin, il n'y a pas eu, c'est pas parce qu'on a soutenu le FLN ou qu'on a été bon. Il y en a qui étaient pour la paix en Algérie, il y en a qui étaient pour l'Algérie indépendante. Il y a eu aussi ce débat-là à gauche, hein, très fort. Mais il s'agit de le discuter. 50 ans après, on peut en discuter sereinement, on peut voir les choses, mais en même temps, voir aussi la réalité de ce qu'a été cette guerre, pleinement toute la réalité. Qui a été une guerre coloniale, et faisant suite à un régime colonial, et qui avait toute la torture, les enfumades, ça appartient à l'histoire de la colonisation, c'est pas seulement la guerre d'Algérie. Donc tout ça doit être vu aussi dans sa globalité. Et c'est ça, mais c'est très difficile, parce qu'on touche à des comportements qui sont très profonds
et a une idéologie qui est très profonde. C'est donc très très difficile. Est-ce que cette idéologie est en relation aussi avec la politique française d'aujourd'hui, avec la compétition? Malheureusement, elle nourrit les violences ou les tendances aux violences ou les discours que l'on entend aujourd'hui et qui vont crescendo, on peut dire, dans les actes et dans les paroles. Ça se nourrit. On voit que ça s'accompagne aujourd'hui. Il y a une semaine, on dresse une stèle dans le sud de la France à Bastien-Thierry, qui a été exécuté par l'OAS. On lui fait un monument. On fait des monuments à la gloire de l'OAS. En ce moment, on fait des monuments ou des stèles à la gloire de l'OAS. Donc cette idéologie-là persiste, se renforce et s'affirme. Alors que, disons, l'opposition, ou ce que disait Jérôme Lindon, par exemple, moi, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour l'Algérie, je l'ai fait pour la France, en dénonçant les crimes qu'elle commettait. C'est ce que tu écris c'est à défendre aussi. Il faut le défendre. Hein, et pas laisser la parole seulement à ceux qui, aujourd'hui, effectivement, veulent faire valoir les valeurs de violence et colonialistes. Tout à fait. Je reviens à Akram. Tu as écrit Comment être arabe aujourd'hui, donc toujours aux éditions Carnet Nord, en 2011. C'était un peu en relation à ce qu'on a appelé les printemps arabes. Et en Algérie, justement, on s'est posé la question, est-ce qu'il va y avoir un printemps à ce moment-là, ou bien est-ce qu'il va venir Quelle est ta lecture, Akram, de tout cela? Bon, la question qui revient sans cesse, c'est mais pourquoi rien ne bouge en Algérie? Pourquoi les Tunisiens sont sortis dans la rue? Pourquoi les Égyptiens, même les Libyens, malheureusement aussi les Syriens, malheureusement pour eux, si j'ose dire. Oui, pour la situation actuelle, pour la situation actuelle, bien entendu. Pour les civils, oui. Voilà. Et il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses. Mon analyse, elle n'est pas du tout, je dirais, originale en l'affaire. Ça a été dit. C'est que d'abord, comme on l'a dit, c'est une société algérienne qui est en phase de convalescence. Qui sait ce que c'est qu'une transition qui se termine mal? Parce que l'Algérie a connu un printemps, une parenthèse démocratique dans les années, au début des années 90, et ça s'est très mal terminé. Le bilan de la guerre civile est là pour le montrer. Donc, si vous voulez, les Algériens ne sont peut-être pas contents de leur sort, mais ils préfèrent garder ce qu'ils ont plutôt que d'engager le pays dans une aventure nouvelle. Je pense que ça, c'est vraiment une des raisons qui fait que les gens se méfient. Deuxième chose, aujourd'hui, en juin 2013, les Algériens ont vu ce qui s'est passé en Libye avec l'intervention de l'OTAN, et en Algérie, on n'aime pas trop les interventions extérieures, fût-ce au prix de la démocratie et de la liberté. Oui, bien sûr. Il y a le drame syrien, tout ça étant bien instrumenté par les autorités qui arrivent à faire comprendre au peuple, enfin à faire passer l'idée que si on se révolte dans la rue, etc., ça peut dégénérer et ouvrir la voie à des interventions étrangères, etc. Et puis, il y a aussi vraiment une espèce de refus de s'engager dans un processus qui pourrait mener à une guerre civile. Et puis, troisième explication, qui est celle qu'on avance le moins, parce que ça gêne beaucoup de gens, c'est que l'État a les moyens d'acheter la paix sociale. L'Algérie est riche, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 200 milliards de dollars de réserves de change, plus de 50 milliards de dollars de revenus annuels. Donc on peut quelque part atténuer la colère des gens en procédant à des augmentations de salaire, parfois avec des effets rétroactifs à 2 ans. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des choses à perdre si demain ça bouge partout. Le crédit à la conso a fait que beaucoup d'Algériens, crédit à la consommation, pardon, fait que beaucoup d'Algériens ont des voitures aujourd'hui. Position, si demain ça bouge, tout ça peut être perdu, brûlé, etc. Donc il y a un ressort, et on sait que Alan Greenspan, le président de la Banque centrale américaine, l'a bien dit, si vous voulez tenir un peuple, vous le tenez par le crédit et par son attachement aux choses matérielles. Et ça joue. Et dernier point, là aussi, qui passe, c'est l'offre politique en face. Parce que, bon, personne ne dira du bien du régime algérien, mais que dire de l'opposition algérienne? Même si... Tu veux dire qu'il n'y a pas d'alternative politique à ce système? C'est pas qu'il n'y a pas d'alternative, il y en a peut-être, sûrement, mais convenons que même si effectivement elle est bridée, empêchée de s'exprimer, l'opposition algérienne, hélas, ne brille pas par des propositions fulgurantes, par une occupation du terrain, voire même par une volonté de se battre.
Niels tout à l'heure parlait du mouvement, de la période de la guerre d'Algérie. Tout ça a été le fruit d'un militantisme des gens comme Hafez Keraman, des gens du PPAMT-LD qui ont milité, qui sont allés en prison, qui sont ressortis. Cette agitation politique, tout le monde critique le système et on a l'impression que, ma foi, et là c'est difficile à dire, parce que surtout quand on vit à l'étranger, mais on a l'impression que de ce côté-là, le régime est tranquille, quoi. Il a maté les islamistes, ou en tout cas il croit qu'il l'a fait de manière définitive, et il n'a pas vraiment de gens pour le challenger sur le plan politique. Mais en même temps, Akram, quand tu discutes avec les gens, une grande majorité te dit quand même son malaise. Ah, c'est clair. C'est clair, c'est ça le paradoxe. Il y a quand même un paradoxe, effectivement. Mais il n'y a pas que les gens... Même les gens qui profitent de ce système, qui ramassent de l'argent parfois, et ce sont les premiers à le critiquer. Écoute, ce qui est extraordinaire dans le cas de l'Algérie, c'est que tout le monde se plaint. Je n'ai pas rencontré, ou j'aimerais bien le rencontrer, à part peut-être quelques khobzistes qui sont présents à l'Assemblée nationale, qui profitent du système, mais tout le monde critique le système. Les gens ne sont pas contents du système. Donc des fois on se dit, mais c'est la faute à qui? Mais voilà, c'est effectivement, les gens ne sont pas contents du système, mais il y a une inertie, on a l'impression que voilà, rien ne bouge, que rien n'avance. Et par contre, pour détromper pour nuancer cette image d'une Algérie tranquille, c'est tout de même une Algérie où il y a des émeutes tous les jours. Pratiquement, oui. Voilà, il y a des émeutes, il y a des manifestations, il y a des grèves. Les jeunes chômeurs qui n'ont pas peur, qui descendent dans la rue pour demander du travail, notamment dans le sud du pays, ce qui s'est passé, des grèves, des mouvements sociaux, des mouvements corporatistes, des protestations contre des distributions de logements qui auraient été plus ou moins arrangées, en tout cas falsifiées. L'Algérie est une espèce d'ébullition. Mais Akram, pourquoi cette ébullition n'arrive pas à se concrétiser comme une opposition politique, justement? Est-ce que c'est de la faute de cette classe politique, de l'intelligentsia nationale peut-être? Je pense que c'est en grande partie en raison de la classe politique, qui est plus qui a finalement été phagocytée et qui est aujourd'hui divisée. On le voit bien que le système politique a su créer les germes de la division dans chacun de ses opposants. C'est-à-dire que dès lors qu'un parti apparaît comme un opposant potentiel au régime, il y a tout de suite une scission. On l'a bien vu, que ce soit dans le cas du RCD, du FFS ou d'autres partis. De tous les partis, pratiquement. Il y a toujours, même dans les associations, la Ligue des droits de l'homme, c'est toujours le même scénario qui se met en place. Donc oui, effectivement, il y a un vrai problème de ce côté-là. Je pense qu'aussi le fait que la population algérienne n'ait pas trop envie de s'engager dans la politique, elle a plutôt envie de profiter un peu des retombées du baril à $100 joue là-dessus. Bien sûr. Mais à mon sens, ça ne saurait durer. Ça ne saurait durer parce que la richesse, c'est quelque chose de temporaire et que dans les années qui viennent, l'Algérie risque de revenir à des situations plus difficiles. Tout à fait, puisque la manne pétrolière elle-même sera appelée à ne plus être là. D'une part, et puis deuxièmement, c'est surtout que c'est un pays, l'Algérie, qui dépense beaucoup d'argent. L'Algérie mange son pétrole. On importe de tout ou presque. Et les dépenses de l'Algérie ne font qu'augmenter quand les recettes, les revenus stagnent. Tôt ou tard, il va falloir combler le déficit. Donc on va puiser dans l'épargne. L'épargne, ça fond très vite. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va se réendetter. Et là, c'est le cycle infernal que l'Algérie a connu dans les années 90 et qui peut mener à de vraies situations de violence. Et c'est pour ça que, personnellement, on est à un carrefour. L'Algérie, 50 ans après l'indépendance, c'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir à une transition, à une transformation du système. Beaucoup de gens la souhaitent et souhaitent qu'elle soit pacifique. Et c'est normal. Bien sûr, bien sûr. À tout tu faire, l'as déjà dit, bien sûr. On préfère, personne n'a envie de vivre ce qui se passe en Syrie ou même ce qui s'est passé en Libye, voire même ce qui se passe en Tunisie. Tout à fait. Mais si on attend, si on met des rustines au système, on va, et il faut prendre date par rapport à ça, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, on va vers une nouvelle catastrophe qui sera bien plus importante que celle des années 90. Que celle que nous avons vécue. Niels, toi, tu as donc lutté pour l'indépendance algérienne, et puis tu es parti en Algérie. La première fois, c'était quand? À l'indépendance. À l'indépendance déjà. Et comment tu as trouvé ce pays à l'indépendance? Je l'ai découvert parce que je n'ai pas découvert les Algériens, bien sûr, parce que j'en avais beaucoup vu, beaucoup rencontré, mais j'ai découvert le pays
Et c'est vrai que disons, un paradoxe, mais on comprenait pourquoi finalement les pieds noirs regrettaient de quitter ce pays, quoi. Enfin, parce que il y a quelque chose c'est une ville exceptionnelle, Alger, et le pays lui-même et les beautés. J'ai visité Tibaza avec Mandouze, etc. Donc il y a vraiment des références infinies là-dessus. Donc, mais effectivement, ce qui était frappant, c'était juste au lendemain de la fin des crimes de l'OAS et de l'indépendance. Alors il y avait naturellement le terrible constat des divisions qui se manifestaient entre les dirigeants. Entre les dirigeants, et il faut dire en quoi ça a été quelque chose, finalement. Je crois qu'il y a eu quelque chose de cassé, là, vraiment de cassé, parce que le peuple l'ignorait, même s'il y avait quelques échos. Donc il y a eu la découverte de ces luttes, les luttes de pouvoir. Et pour un peuple qui avait été si uni jusqu'à l'indépendance, c'est le peuple qui a gagné l'indépendance, c'est le peuple qui a mené la lutte jusqu'au bout et qui a fait que l'Algérie a eu l'indépendance. C'était un moment terrible de découvrir ça. Mais il restait quand même une force absolument fantastique. C'était le moment où Alger était le centre du tiers-monde. Enfin, hein, on arrivait de partout pour suivre l'exemple algérien, qui a quand même été, il faut le dire et bien en avoir bien conscience, avec la révolution, la lutte vietnamienne, la plus importante lutte de libération du XXe siècle, et donc de toutes les luttes de libération qu'il y a eu. Tout à fait. Et tu es resté un moment, ou bien tu es revenu, ou tu revenais à ce moment-là? Non, parce que il y a eu c'est la question du pied rouge, quoi, enfin. Oui. Non, je crois, j'ai pensé tout de suite qu'on pouvait aller porter, si on avait des compétences professionnelles et autres, aller en Algérie, c'était justifié et tout, il fallait le faire. Mais il ne fallait pas faire un transfert révolutionnaire en Algérie. On avait aidé le FLN, on était totalement solidaires, on était frères avec le FLN, mais disons, la transformation du pays, c'est une affaire concernant les Algériens, et c'est ce que je disais à l'époque, je ne vais pas aller faire la révolution dans un autre pays parce que je ne suis pas capable de la faire dans le mien. Hein? Donc, donc c'était ça mon attitude. Donc je suis allé plusieurs fois, j'ai eu des bons liens on a continué à travailler avec beaucoup d'Algériens, avec Révolution africaine, j'avais des contacts et autres, mais je n'ai à aucun moment voulu ni devenir pied rouge, ni m'impliquer dans les problèmes de l'Algérie indépendante. Oui. Ça, c'était disons, ma tâche militante et ma tâche internationaliste s'arrêtait avec l'indépendance. Mais tu continues toujours à aller en Algérie. Ah, oui, tu vas partir incessamment en Algérie. Oui. Et Nils, alors, comment tu vois ces 50 ans de l'indépendance algérienne, hein, avec du recul? Comment tu les analyses? Je crois qu'il faut quand même... il y a une chose d'abord qu'il faut réaffirmer, c'est que le but initial du 1er novembre, c'était l'indépendance. Ce but-là, il était réalisé. Atteint. Bon, c'est quand même énorme. C'est pas une petite chose. Hein, parce que dans le contexte de l'époque, par rapport à la puissance militaire de la France et tout, etc. Donc ce but-là était acquis. Ensuite, on sait que édifier un pays, le transformer, c'est beaucoup plus difficile qu'une lutte de libération nationale. Donc il ne faut pas être surpris des difficultés qu'il y a eu. Alors bien sûr, les choses peuvent toujours être meilleures, mais ça c'est l'histoire de tous les pays. La Révolution française a été suivie du bonapartisme. Oui. On peut énumérer les révolutions et voir combien elles évoluent. Donc ça, bien sûr, on peut toujours regretter que les choses soient passées comme ça et pas autrement, mais ça c'est la complexité des sociétés et des luttes à l'intérieur d'une société, entre les questions sociales, économiques, tout bref, les tempéraments des gens, les ambitions. Bon, c'est ça. Alors effectivement, l'histoire de l'Algérie après son indépendance n'a pas été rose, surtout avec les années noires de cette guerre civile. Ces violences multiples, oui. Violences, etc. Bien sûr, l'Algérie, si on parle au potentiel qu'elle a et à la dynamique de sa population et de sa jeunesse, pourrait être différente.
Mais voilà, la France n'est pas idéale, l'Europe n'est pas idéale, on le sait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a été raté en Algérie? Est-ce que, par exemple, sur le plan politique, on a peiné à trouver un système qui fonctionne correctement, par exemple, qui soit plus libre peut-être, qui donne en tout cas les moyens aux Algériens de faire mieux parce qu'ils peuvent le faire? Oui, je pense que effectivement, cette question, on peut penser que les leçons même de la lutte de libération auraient pu apporter. Je prends l'exemple de la torture. Hein. Oui, bien sûr. La torture a été institutionnalisée dans l'Algérie indépendante. Je peux citer un exemple d'un ami algérien qui avait été dans l'OS et que j'avais connaissais bien et qui rentre en Algérie en 62 et je le revois un mois après, il est revenu en Suisse et je lui dis « Tu es de nouveau là ?» Il me dit « Oui, on m'a proposé d'être dans la police. Si on me propose à moi d'être dans la police, c'est que c'est pour torturer. Et je refuse. » Hein? Donc, c'est à tout son honneur. C'est tout à son honneur. Parce que le paradoxe aussi, c'est que tous ces gens-là qui ont lutté pour la libération de l'Algérie, qui ont critiqué la torture, n'ont pas critiqué la torture du régime algérien aussi. Voilà, c'est ça. Hein? Donc on peut penser qu'il y a des leçons qui ont été tirées. Et effectivement, je pense que en 62, les dirigeants de la Révolution, et donc les dirigeants de l'Algérie en 62, n'ont pas été à la hauteur de leur peuple. Ça, je le pense. Tout à fait. Akram, toujours dans cette même perception des choses, on a eu effectivement, tu l'as dit, une parenthèse démocratique. Est-ce que nous n'avons pas raté le coche à cette période-là, juste après les événements d'octobre? Est-ce qu'on n'a pas été vers l'essentiel? Est-ce qu'on ne s'est pas perdu dans le superficiel, dans les invectives, les insultes, les uns contre les autres? Est-ce qu'il n'était pas possible de construire une alternative démocratique à ce moment-là? Parce que le régime s'était ouvert quand même. On a eu des partis politiques, on a eu des médias qui étaient ouverts. La télévision algérienne elle-même s'est ouverte sur la société. C'est vrai, ce qui fait que c'est une période dont on garde un bon souvenir, même si ça s'est mal fini ensuite. Ça s'est mal terminé, mais quand même on a vécu près de 2 ans dans un système assez libre, où même les autorités, qu'ils soient policiers ou gendarmes ou même DRS, n'imposaient pas automatiquement leurs lois. Oui, mais je crois que les dés étaient pipés. Les dés étaient pipés dans quel sens? Dans la mesure où ceux qui avaient fait tirer sur les jeunes en octobre 88 sont restés au pouvoir. Oui. Il n'y a pas eu d'alternance. Il n'y a même pas eu de transition. On a gardé le même président, par exemple. Jamais Chadli aurait dû partir après octobre 88. Voilà. Donc le système, finalement, a fait comme dans le roman Le Guépard ou le film du même nom, c'est-à-dire qu'il a fait semblant que les choses changent pour que rien ne change. Et il eût fallu peut-être... je pense que, et c'est une critique dans laquelle je m'implique, même si à l'époque... je sortais à peine de la vie estudiantine, mais on s'est contenté de peu en 88, après octobre 88. La société algérienne, en tout cas, et une partie de ses élites politiques ont eu peur d'aller plus loin, d'aller vers l'affrontement, parce que c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu imposer de vrais changements et des changements structurels, et non pas une espèce de transition manipulée de l'intérieur avec un régime qui a tout fait pour paraître, qui a instrumentalisé les islamistes par exemple pour faire peur au reste de la société, mais qui ne s'est même pas rendu compte qu'il était en train de creuser sa propre, en tout cas de se mettre en danger. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Et l'histoire de l'Algérie d'ailleurs est à relire l'Algérie indépendante est à relire sous cette grille des occasions ratées. Et il y en a eu d'autres, ce serait lesquelles? Eh bien, l'indépendance, bien sûr. L'indépendance, oui, bien entendu, parce qu'on n'a pas pris le meilleur des chemins, malheureusement. Mais la fin des années 70, il y a une corrélation avec les prix du pétrole et l'Algérie, comment va l'Algérie. À la fin des années 70, avant la mort de Boumedienne, visiblement, selon ce que j'ai pu lire, entendre et consulter, l'idée de réforme était déjà là. C'est-à-dire qu'on voyait bien que le pays allait dans la mauvaise direction. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des écrits allant dans ce sens? J'en ai vu quelques-uns, quelques rapports de prospective qui alertaient sur le fait que l'Algérie ne pouvait pas continuer comme ça. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On a la révolution iranienne, on a les prix du pétrole qui atteignent les sommets, l'argent facile qui tombe du ciel et donc l'Algérie qui redevient rentière.
Ça, tu as raison, après l'Algérie va avoir les événements d'octobre, parce que justement il y a eu ce crash pétrolier, donc le baril descend à 8 $. Même chose, dans les années 90, ça va mal, on se dit il faut réformer ce pays, et puis de nouveau, avec Bouteflika, arrive au pouvoir et bénéficie d'une chance extraordinaire, c'est que le baril va au-dessus des 50, 60, 70, il atteint même les 110 $. Donc encore une fois, on reporte, c'est les occasions manquées à chaque fois, à la fois de réformer l'économie, mais aussi de réformer le système politique. Et juste sur l'indépendance, parce que j'en parle aussi dans le livre. Oui, bien sûr. Ça m'a amené tout ça, moi, à réfléchir aussi sur la question de l'indépendance. C'est-à-dire que, et effectivement, je trouve personnellement que trop d'intellectuels algériens, des écrivains, mais des journalistes, je trouve que trop souvent la facilité, il faut faire attention à ne pas remettre effectivement en cause l'objectif qui était celui du 1er novembre. Ce n'est pas parce que nous traversons depuis 5 décennies des difficultés qu'il faut tout remettre en cause. Tout remettre en cause et tenir. On peut même dire que le système lui-même a fait des réalisations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités en Algérie. Même si on peut contester le niveau des universités. Pour exemple, il y a une université à Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira et Sétif. Et ces villes ne sont pas très espacées de par la distance. Mais même au-delà de ça, je veux dire que il faut faire attention à ne pas renforcer le discours qui vise à justement estimer que finalement l'Algérie n'avait pas besoin de cette indépendance. Et comme tu viens de le dire, et on peut, ni toi ni moi ne serions ici s'il n'y avait pas eu l'indépendance. Il nous semble le produit de l'école algérienne. D'une éducation algérienne, d'un milieu familial qui a pu évoluer dans l'indépendance. Et donc c'est pour ça que personnellement j'ai tenu à mettre un chapitre là-dessus, enfin un paragraphe là-dessus, parce que j'ai trouvé que trop de textes d'Algériens, je dis bien des textes d'Algériens vivant en Algérie, au moment du cinquantenaire, ont été instrumentalisés pour dire, ma foi, regardez ce que ces gens-là ont fait de leur indépendance, quoi. Donc finalement, quelque part, ils ne la méritaient pas. Ça, c'est pas trop acceptable. Sans nationalisme aucun. Du tout, oui, c'est juste un constat lucide. Aujourd'hui, Akram, quand même, l'Algérie traverse une période charnière de son existence même. Le président est malade, visiblement, il ne va pas reprendre les commandes du pays. Comment est-ce que tu vois donc l'avenir politique immédiat de l'Algérie? Comment je le vois ou comment je le souhaite? Les deux. Comment tu le vois et comment tu le souhaiterais, bien sûr. Moi, le souhait, c'est qu'on ait une transition. C'est qu'on remette les choses à plat, qu'on refonde l'Algérie. C'est refondation. Alors, il y a des gens qui appellent ça deuxième république et tout, mais qu'on refonde l'Algérie, qu'on fasse ce qui n'a pas été fait éventuellement à l'été 62. Voilà, c'est ce que j'espère, qu'on se rend compte des enjeux et que ce système politique comprenne une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas continuer. Ce que je crains, et ce qui risque de se réaliser, c'est qu'on nous sorte encore une solution brinque-ballante avec une instrumentalisation. On va choisir un candidat qu'on va nous présenter comme étant l'homme providentiel, et le système va continuer comme ça jusqu'à la prochaine crise. C'est de ça dont j'ai peur. Voilà. Et peut-être que c'est ça qui va arriver, mais quand tu parles de refondation, Akram Belkaïd, comment se présenterait cette refondation, par exemple? Écoute, l'Algérie a les moyens aujourd'hui de faire une parenthèse politique, de geler les parenthèses politiques et de se lancer dans un schéma de discussion nationale. Ce n'est pas un pays qui manque d'élite, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Il y a des voix, il y a des intelligences. Oui. Il y a des propositions sur la table, notamment d'une jeunesse formée à l'étranger qui est présente. Eh bien, une convention nationale. Il y a bien eu la convention en France après la Révolution. Pourquoi ne pas... C'est une convention qui aurait pour tâche de dire comment le pays sera dirigé. Qu'on écoute les Algériens. Je suis sûr qu'il y aura de bonnes idées sur la table et qu'on arrivera à un consensus, qu'il y ait des propositions sur la table. C'est le moment ou jamais. C'est qu'on s'entende sur un système politique qui garantisse un état de droit et qui garantisse des institutions durables. C'est tout et qui fonctionnent, qui soient respectées. L'idéal, c'est qu'il y ait aussi de la démocratie, de la justice sociale, des libertés. C'est ce que veulent les Algériens. Peut-être que ces trois points pourraient réunir la quasi-majorité des Algériens. Mais c'est évident. Si on fait œuvre de pédagogie, si on va vers eux, si on leur demande ce qu'ils attendent, si on leur explique ce que c'est qu'un état de droit réel,
ce que ça veut dire l'indépendance de la justice, ce que ça veut dire une réforme du système éducatif, si on leur tient des discours sur la question de la langue, de l'identité, etc., tout peut être mis sur la table, y compris des questions qui sont aujourd'hui tabous, plus ou moins, comme l'autonomie de la Kabylie ou l'autonomie d'autres régions. Malheureusement, il faudrait qu'il y ait un réflexe par rapport à ça, en se rendant compte que c'est maintenant. Tout à fait, mais malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Niels Anderson? Non, seulement à propos de l'importance de la question d'être indépendant, enfin, et de cette mise en question que certains avancent. Moi, je dis toujours demander aux Palestiniens s'ils ne voudraient pas être indépendants comme les Algériens. Et je crois que là, il n'y a aucun doute quant à leur réponse, y compris avec les difficultés. Tout à fait. Akram aussi, un dernier mot peut-être, je ne sais pas. Si vous le permettez, Bien si sûr. vous le permettez aussi, moi j'aimerais rendre hommage à Hafid Karaman, Oui, bien sûr. qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Il y a je crois que c'était au mois de décembre dernier ou au mois de novembre dernier, il y a quelques mois. Il appartient à la fois à une grande famille nationaliste algérienne, mais c'est emblématique de ces gens qui ont été dans le mouvement nationaliste et qui ont aidé l'Algérie à être indépendante. Et notre génération doit tout de même s'en souvenir. Tout à fait. Et puis, paix à son âme. Et puis, je vous remercie. Et il a su, effectivement... Oh, oui, on peut lui rendre hommage en lisant le livre. Donc, accepter d'assumer la responsabilité de ce livre. Qui est distribué en Algérie, je crois. Pardon? Le livre est distribué en Algérie. Oui, il doit être distribué en Algérie. Oui. Très bien. Très bonne chose. Eh bien, merci beaucoup d'être venu dans Graffiti. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.